Depuis le 1er janvier 2026, une loi est entrée en vigueur en Allemagne dans une relative discrétion, révélée au grand public seulement début avril par le quotidien Frankfurter Rundschau, provoquant une onde de choc qui s'est propagée instantanément sur les réseaux sociaux de toute l'Europe. La loi de modernisation du service militaire, adoptée par le Bundestag en décembre 2025, contient dans son article 3 une disposition que beaucoup qualifient déjà de permis de sortie. Tout homme allemand âgé de 17 à 45 ans, souhaitant quitter le territoire fédéral pour une durée supérieure à 3 mois, doit désormais obtenir une autorisation préalable auprès du centre de recrutement de la Bundeswehr dont il dépend. Études à l'étranger, contrat de travail international, tour du monde, expatriation professionnelle, peu importe le motif. Sans l'aval des forces armées, le départ peut théoriquement être bloqué. Des millions d'Allemands ont découvert avec stupeur qu'une contrainte d'une telle ampleur s'appliquait à eux sans qu'ils en aient été directement et clairement informés. La réaction sur les réseaux sociaux fut immédiate et véhémente. Certains commentateurs évoquèrent le retour de la Stasi. D'autres firent le parallèle avec des régimes autoritaires qui empêchent leurs citoyens de quitter librement leur pays. Le ministère de la Défense allemand tenta de minimiser la portée de la mesure, précisant que l'autorisation était accordée systématiquement en l'absence de service militaire obligatoire effectif, et qu'il ne s'agissait que d'une formalité administrative destinée à maintenir un recensement actualisé des personnes potentiellement mobilisables. Mais le principe reste entier et sans ambiguïté. La liberté de circulation des hommes allemands en âge de servir est désormais conditionnelle à l'assentiment de l'institution militaire, même en temps de paix déclarée. Pour comprendre pourquoi cette mesure est à la fois significative et révélatrice de quelque chose de bien plus grand qu'une simple réforme administrative, il faut la replacer dans son contexte historique et géopolitique. Cette disposition allemande n'est pas un accident de parcours législatif, ni une décision isolée d'un gouvernement particulièrement belliciste. Elle est la manifestation la plus récente et la plus visible d'un mouvement de fond qui traverse l'ensemble du continent européen depuis plusieurs années. Une remilitarisation progressive et méthodique de sociétés qui avait cru, après la chute du mur de Berlin en 1989, avoir définitivement tourné la page d'une époque où l'État mobilisait ses citoyens masculins pour la défense du territoire. Pendant 30 ans, l'Europe avait vécu dans ce que le politologue américain Francis Fukuyama avait appelé, avec un optimisme qui semble aujourd'hui naïf, la fin de l'histoire. La paix semblait acquise, la prospérité certaine, les frontières immuables. Les gouvernements occidentaux avaient progressivement réduit leur budget militaire, dissous leurs armées de conscription, et converti leurs forces armées en armées de métiers réduites, professionnalisées, projetables sur des théâtres d'opérations lointains, mais trop petites, pour défendre des milliers de kilomètres de frontières contre un adversaire de grande puissance. Cette parenthèse historique extraordinaire est en train de se refermer sous nos yeux, et la loi allemande du 1er janvier 2026 en est l'un des symptômes les plus parlants. La liste des pays européens qui ont réintroduit ou renforcé leur service militaire depuis l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014 est éloquente. La Lituanie fut la première, dès 2015, à rétablir la conscription obligatoire pour les hommes après l'avoir suspendue. La Suède suivit en 2017, réintroduisant un service militaire obligatoire pour les hommes et les femmes après 7 ans de suspension. La Lettonie rétablit la conscription en 2023 pour les hommes de 18 à 27 ans. La Croatie a voté le rétablissement de son service militaire obligatoire pour 2026. Au Danemark, le service militaire a été allongé de 4 à 11 mois et est désormais obligatoire pour les femmes depuis le 1er juillet 2025. En France, Emmanuel Macron a annoncé en novembre 2025 la mise en place d'un service national militaire volontaire débutant à l'été 2026. Et en Allemagne, même si le service militaire reste officiellement volontaire, la loi adoptée en décembre 2025 contient des dispositions qui permettent au gouvernement de le rendre obligatoire si les objectifs de recrutement ne sont pas atteints ou si la situation sécuritaire se dégrade. Le recensement systématique des hommes en âge de servir, les visites médicales d'aptitude et désormais cette obligation d'autorisation pour les séjours prolongés à l'étranger, tout cela constitue l'infrastructure administrative d'une conscription potentielle, les tuyaux installés avant que l'eau ne coule. Ce qui rend ce moment historiquement unique, c'est la vitesse à laquelle cette transformation s'opère et la profondeur du changement de paradigme qu'elle implique. Pour comprendre l'ampleur du renversement, il faut se souvenir de ce qu'était l'ambiance politique et militaire en Europe dans les années 1990 et 2000. La Belgique abandonna la conscription en 1994, les Pays-Bas en 1997, la France en 1997 également, l'Espagne en 2001, la République tchèque et la Hongrie en 2004, l'Italie en 2005, la Roumanie en 2006, la Bulgarie en 2007, la Pologne en 2009, et enfin l'Allemagne en 2011, dernière grande puissance européenne à suspendre sa conscription, considérant que la menace soviétique avait définitivement disparu et qu'une armée professionnelle réduite, mais hautement qualifiée suffisait aux besoins de sécurité prévisibles. Ce mouvement de démilitarisation avait une logique économique claire, des armées professionnelles coûtent moins cher que des armées de masse, et une logique politique tout aussi claire.
Les soldats volontaires qui choisissent de servir sont moins susceptibles de provoquer des mobilisations politiques que des conscrits arrachés à leur vie civile. La paix semblait durable, la dépense militaire semblait gaspillage. On préférait financer les États-providence plutôt que les arsenaux. L'invasion de la Crimée par la Russie en 2014 fut le premier avertissement sérieux que ce paradigme reposait sur une illusion. Mais les gouvernements européens, avec une remarquable capacité de déni collectif, choisirent de traiter cet événement comme une anomalie géopolitique gérable, plutôt que comme le signal d'une rupture fondamentale dans la sécurité continentale. Ce fut l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022 qui brisa définitivement ce déni. Du jour au lendemain, la guerre conventionnelle de grande intensité, avec des chars, des missiles balistiques, des frappes aériennes massives et des pertes humaines, se comptant par dizaines de milliers, était de retour sur le continent européen pour la première fois depuis 1945, et les gouvernements des pays les plus proches de la Russie, ceux dont les populations gardaient une mémoire vive de ce que signifiait vivre sous occupation soviétique, comprirent immédiatement que les marges de sécurité dont ils disposaient étaient dangereusement insuffisantes. Les pays baltes, la Pologne, la Finlande, la Suède, la Roumanie, tous accélérèrent ou initièrent des programmes de réarmement et de réintroduction du service militaire, avec une urgence qui contrastait violemment avec la langueur stratégique des décennies précédentes. La loi allemande du 1er janvier 2026 s'inscrit dans ce contexte d'urgence perçue, mais elle va un pas plus loin dans ses implications concrètes pour la vie quotidienne des citoyens. Ce qui est particulièrement frappant dans cette disposition, c'est qu'une règle similaire existait déjà dans le droit allemand depuis 1956, mais elle n'était censée s'appliquer qu'en cas de tension ou de défense, c'est-à-dire dans un contexte de guerre ou de guerre imminente. La nouvelle loi de modernisation du service militaire a introduit un nouvel alinéa stipulant que l'obligation de demander une autorisation s'applique désormais quel que soit le contexte, même en temps de paix. C'est ce glissement, apparemment technique, qui est en réalité d'une portée considérable. L'état d'exception permanent, pour reprendre le philosophe Giorgio Agamben, devient la norme. Les restrictions à la liberté individuelle, qui étaient réservées aux situations d'urgence extrême, sont transférées dans le régime ordinaire du droit commun, sans déclaration de guerre, sans état d'urgence, sans vote spécifique sur cette disposition particulière. Simplement glissée dans une loi de modernisation administrative, révélée 2 mois après son entrée en vigueur par un article de journal, et accompagnée par le ministère de la Défense de l'assurance rassurante que l'autorisation était accordée systématiquement. Pour l'instant. Ce pour l'instant est précisément ce qui inquiète les observateurs les plus attentifs, car la mécanique de l'escalade sécuritaire a une logique propre, documentée par des décennies d'histoire politique. Les mesures d'exception introduites en douceur dans des contextes de tension modérée ont une tendance naturelle à se pérenniser, à s'élargir et à se durcir au fur et à mesure que la situation sécuritaire se détériore. La question que posent les juristes européens est particulièrement inconfortable. Cette réglementation est problématique au regard du droit européen, qui garantit la libre circulation des personnes dans l'Union, car soumettre le départ d'un citoyen européen vers un autre État membre à l'autorisation de l'armée semble en contradiction directe avec les traités fondateurs de l'Union. Mais dans un contexte où la sécurité collective prime sur les libertés individuelles dans le discours politique dominant, ces considérations juridiques risquent de passer au second plan face à l'urgence perçue de la menace russe. La question qui se pose à l'ensemble des sociétés européennes est celle du contrat social implicite entre l'État et le citoyen en matière de sécurité et de liberté individuelle. Pendant 30 ans, ce contrat avait été révisé dans un sens très favorable à l'individu. Les États avaient réduit leurs exigences envers les citoyens en matière de service militaire, en contrepartie d'une promesse de sécurité assurée par des professionnels et des alliances internationales. La montée de la menace russe est en train de réécrire ce contrat dans l'autre sens, rétablissant progressivement des obligations civiques que les générations nées après 1989 n'avaient jamais connues et auxquelles elles n'étaient psychologiquement et culturellement pas préparées. En Allemagne, le nombre d'objecteurs de conscience a atteint en 2025 un niveau jamais vu, depuis la suspension du service militaire obligatoire en 2011. Des manifestations ont été organisées contre l'idée d'un service militaire obligatoire, avec des pancartes affirmant que les jeunes ne mettraient pas les bottes. Cette résistance sociale est réelle et documentée. Mais elle se heurte à une réalité géopolitique que les gouvernements élus, de droite comme de gauche, dans presque toute l'Europe, reconnaissent désormais comme incontournable. L'Europe n'a plus les moyens de la naïveté stratégique des années 90. Ce que l'histoire économique et militaire enseigne sur les périodes de remilitarisation, accélérée comme celle que l'Europe traverse actuellement, est à la fois instructif et préoccupant. Les coûts économiques sont considérables et durables. L'Allemagne a voté un budget militaire historique de plus de 100 milliards d'euros. Berlin vise à augmenter les effectifs de la Bundeswehr de leur niveau actuel d'environ 184 000 soldats à entre 255 000 et 270 000 d'ici 2035. Ces dépenses, répétées à l'échelle du continent, représentent un détournement massif de ressources économiques vers la défense, au détriment potentiel des investissements dans l'éducation, la santé, les infrastructures civiles et la transition écologique.
Les historiens économiques qui ont étudié les périodes de réarmement des années 1930 ont documenté avec précision les effets macroéconomiques de ces choix budgétaires, effets qui ne se limitent pas aux années de tension, mais se prolongent sur les décennies suivantes, remodelant durablement les priorités des États et les structures économiques des sociétés concernées. La guerre froide originelle avait duré 45 ans, de 1946 à 1991. Elle avait mobilisé des générations entières sous la menace nucléaire permanente, maintenu des millions de soldats sous les drapeaux des deux côtés du rideau de fer, consommé des ressources économiques colossales dans une course aux armements qui avait finalement épuisé l'Union soviétique avant d'épuiser l'Occident. Quand elle prit fin, les Européens de l'Ouest crurent avoir définitivement gagné la paix. Ce que les événements depuis 2014, et avec une accélération spectaculaire depuis 2022, sont en train de démontrer, c'est que cette victoire était peut-être moins définitive qu'ils ne le croyaient. La question n'est pas de savoir qui a raison dans les débats géopolitiques sur les causes de la tension actuelle, sur les responsabilités respectives de l'OTAN et de la Russie, dans la dégradation des relations européennes. La question, du strict point de vue de l'histoire économique et sociale, est de mesurer ce que signifie concrètement pour les sociétés européennes ce retour à une logique de mobilisation et de préparation militaire qu'elles pensaient avoir définitivement abandonnée. La loi allemande du 1er janvier 2026 et ses millions d'hommes entre 17 et 45 ans, qui doivent désormais demander la permission à leur armée pour partir plus de 3 mois à l'étranger, c'est peut-être la mesure la plus concrète et la plus personnelle de cette transformation historique en cours. Elle touche non plus les statistiques abstraites des budgets militaires ou les cartes des déploiements de force, mais la vie quotidienne, les projets personnels, la liberté individuelle des citoyens ordinaires, d'une démocratie libérale au sort de l'Europe. Et cela, dans l'histoire, n'arrive jamais pour rien.